Si tu as déjà levé les yeux vers le ciel nocturne et ressenti quelque chose d'étrange, quelque chose comme un vertige froid qui remonte le long de ta nuque, une sensation presque physique que tout ce que tu crois solide est réel est une réalité suspendue dans un vide immense et indifférent. Alors ce que je vais te dire maintenant est pour toi. Si tu as déjà regardé une étoile et réalisé, avec une clarté soudaine qui fait presque mal, que cette lumière a voyagé des milliers d'années pour toucher ta rétine et que l'étoile elle-même est peut-être morte depuis longtemps, alors tu as déjà effleuré quelque chose d'extraordinairement perturbant. Et si tu as ressenti même une seule fois que notre planète est tragiquement, dangereusement petite dans tout ça, alors reste là, parce que ce que Feynman avait à dire sur le sujet allait bien au-delà d'une simple leçon de physique. C'était un cri d'alarme, c'était une invitation. C'était en un sens une question de vie ou de mort pour notre espèce tout entière. Mira, il y a une chose que Feynman aimait faire au début de ses conférences. Il aimait commencer par une image simple, presque banale, pour ensuite tirer dessus jusqu'à ce qu'elle révèle quelque chose de fondamentalement bouleversant. Alors commençons par là ensemble. Imagine une nuit d'été. Tu es dehors, peut-être dans un jardin, peut-être sur le toit d'un immeuble, peut-être simplement allongé dans un champ loin des lumières de la ville. L'air est tiède, il sent l'herbe et la terre légèrement humide. Tu regardes vers le haut, et là les ciels s'ouvrent devant toi comme une blessure dans le tissu du réel. Des milliers de points lumineux, silencieux, immobiles en apparence, mais chacun d'eux un soleil, chacun d'eux une source d'énergie inimaginable, chacun d'eux potentiellement entouré de mondes que nous n'avons jamais vus. Et toi, tu es là, couché sur ton dos, sur une sphère de roche et de métal infusion, recouverte d'une pellicule d'air, si fine qu'elle représente moins d'un millième du rayon de la Terre, cette pellicule qui est la seule chose entre toi et le vide absolu de l'espace. Tu sens le sol dur sous tes omoplates, tu entends peut-être des grillons ou le vent dans les arbres, et pendant quelques secondes, si tu es honnête avec toi-même, tu ressens quelque chose que la plupart des gens s'empressent de refouler parce que c'est trop grand, trop inconfortable, trop réel. Tu ressens à quel point tout ceci est fragile, à quel point nous sommes exposés. C'est exactement là que Feynman voulait t'amener. Pas pour te terrifier, pas pour te paralyser, mais pour te réveiller. Parce que selon lui, il n'y a pas de plus grand crime intellectuel que de détourner les yeux de ce qui est vrai simplement parce que c'est vertigineux. Et il y a quelque chose de vrai ici, quelque chose d'énormément vrai, que la plupart d'entre nous évitent soigneusement dans notre vie quotidienne. La vérité, c'est que notre survie en tant qu'espèce dépend entièrement de notre capacité à regarder ce ciel, à comprendre ce qu'il contient et à trouver le courage de s'y aventurer. Mais avant que je puisse t'expliquer pourquoi Feynman pensait que l'espace lui-même nous défie de le comprendre d'une manière qui remet en question tout ce que nous croyons savoir, tu dois comprendre quelque chose d'essentiel sur la façon dont nous percevons la réalité. Et avant que je puisse t'expliquer ça, il faut que tu comprennes pourquoi cette perception même est le plus grand obstacle à notre survie. 3 fils sont ouverts maintenant. Et nous allons les tisser ensemble jusqu'à ce que la tapisserie révèle quelque chose que tu ne pourras plus jamais ignorer. Alors voilà le paradoxe au cœur de tout ceci. Nous, les êtres humains, sommes l'espèce la plus intelligente que nous connaissions dans l'univers. Et pourtant, nous nous comportons comme si nous étions immortels et comme si notre planète était indestructible. Nous faisons exactement ce qui nous détruit pour nous sentir en sécurité. Nous ignorons les menaces les plus réelles et les plus documentées parce qu'elles sont trop grandes pour notre cerveau reptilien, trop abstraites pour déclencher la peur immédiate qui nous pousserait à agir. Feynman l'avait compris avec une clarté brutale. Il disait souvent que le premier principe est de ne pas se tromper soi-même et qu'on est la personne la plus facile à tromper. Et nous nous trompons collectivement chaque jour en regardant le ciel et en pensant que nous avons le temps. Verras, pense à ce que représente réellement la durée de vie de notre espèce comparée à l'âge de l'univers. L'univers a environ 13,8 milliards d'années. Notre Soleil a environ 4,6 milliards d'années. L'Homo sapiens existe depuis à peine 300 000 ans. Et notre civilisation technologique, celle qui nous permet d'avoir cette conversation, d'envoyer des signaux radio dans l'espace, de construire des télescopes qui regardent jusqu'aux confins du cosmos, elle a environ 5 ans. 5 ans sur 13,8 milliards. Si tu compresses l'histoire de l'univers en une seule année calendaire,
Toute notre civilisation technologique représente moins d'un quart de seconde dans les dernières secondes du 31 décembre. Nous sommes arrivés littéralement à la dernière microseconde et nous nous comportons comme si nous avions l'éternité devant nous. Mais voici ce qui devrait vraiment te glacer le sang. Et Feynman n'aurait pas hésité à le dire en face sans s'excuser. Dans cette immensité de temps, dans ces milliards et milliards d'années où des étoiles sont nées et sont mortes, où des galaxies se sont formées et se sont dévorées les unes les autres, il n'existe aucune loi de la physique, absolument aucune, qui garantisse notre survie. Il n'y a pas de protection cosmique pour les espèces intelligentes. L'intelligence n'est pas un bouclier. C'est peut-être même un risque supplémentaire parce qu'une espèce suffisamment intelligente pour créer des armes de destruction massive, mais pas suffisamment sage pour les contrôler, devient sa propre menace existentielle. Et nous en sommes là, exactement là, à cet endroit précis du chemin où l'intelligence et la sagesse divergent dangereusement. Feynman avait une façon de parler de la physique qui rendait les gens mal à l'aise de la meilleure façon possible. Il ne vous laissait pas vous réfugier dans des abstractions confortables. Il vous forçait à habiter la réalité telle qu'elle est, non telle que vous aimeriez ce qu'elle soit. Et la réalité telle qu'elle est, c'est que notre planète est une cible. Pas de manière métaphorique, pas dans un sens philosophique vague, de manière littérale, physique, calculable. La Terre se déplace à travers un champ de débris rocheux depuis 4,6 milliards d'années. Nous en avons les preuves gravées dans notre propre sol. Les cratères d'impact sont des cicatrices de guerre, les archives géologiques d'une planète qui a survécu à des bombardements répétés. Et certains de ces impacts ont failli tout effacer. Il y a 66 millions d'années, un astéroïde d'environ 10 km de diamètre a frappé ce qui est aujourd'hui le Mexique avec une énergie équivalente à environ 10 milliards de bombes atomiques, et il a mis fin à la domination des dinosaures sur cette planète en quelques milliers d'années. Les dinosaures n'avaient pas de programme spatial, ils n'avaient pas de télescopes, ils n'avaient pas la capacité de dévier un astéroïde. Nous, si. Enfin, presque. Et c'est précisément ce presque qui devrait nous maintenir éveillés la nuit avec la même sensation de sol dur sous les omoplates et de vide infini au-dessus. Te suena? Est-ce que tu commences à sentir le poids de ce que Feynman voulait que nous comprenions? Parce que nous n'en sommes qu'au début. Le vrai vertige est encore devant nous. Si tu regardes ces mots et tu te dis que tu veux vraiment comprendre ce que Feynman pensait de notre place dans l'univers, si tu veux que ton esprit s'ouvre à des perspectives que peu d'enseignants ont le courage de partager, alors abonne-toi maintenant et active la cloche de notification. Parce que nous explorons ici des questions auxquelles l'école ne t'a probablement jamais préparé. Et il serait dommage que tu rates la suite. Et dis-nous dans les commentaires, est-ce que tu regardes le ciel nocturne avec curiosité, avec peur ou avec les deux? Parce que la réponse à cette question dit quelque chose d'important sur l'espèce que nous sommes. Maintenant, revenons à nos trois fils ouverts. Nous parlions de la façon dont nous percevons la réalité et de pourquoi cette perception est un obstacle à notre survie. Voilà le nœud de ce que Feynman voulait que nous comprenions, et c'est ici que tout commence à devenir vraiment étrange. Quand Feynman parlait de l'espace, il ne parlait pas seulement de ce qu'il y a là dehors. Il parlait de ce que l'espace révèle sur la nature de la réalité elle-même. Et c'est là que le titre de cette conversation prend tout son sens. Parce que la preuve ultime que l'espace, tel que nous le concevons dans notre vie quotidienne, ne correspond pas à la réalité physique profonde. C'est la mécanique quantique elle-même. Et Feynman était le maître de la mécanique quantique. Il a passé sa vie entière à explorer ses implications, à les calculer, à les vérifier et à rester honnêtement, délicieusement désorienté par elles. Fíjate, voici ce que la physique nous dit réellement sur l'espace. L'espace n'est pas un contenant vide dans lequel les choses se trouvent. C'est une structure dynamique, courbée, vibrante, qui participe activement à la physique de tout ce qui s'y passe. Einstein nous l'a montré avec la relativité générale. La masse courbe l'espace-temps, et cette courbure est ce que nous appelons la gravité. Mais Feynman allait encore plus loin, parce qu'au niveau quantique, l'espace lui-même n'est pas lisse et continu. Il est granuleux, bouillonnant, rempli de fluctuations énergétiques incessantes. Ce que nous appelons le vide, ce que nous imaginons comme le néant absolu entre les étoiles, est en réalité un état d'énergie minimale qui n'est jamais vraiment zéro. Des particules virtuelles apparaissent et disparaissent en permanence dans ce vide. Comme des bouilles dans une mer d'énergie que nous ne pouvons pas voir directement mais dont nous pouvons mesurer les effets avec une
précision extraordinaire. Et voici le paradoxe qui aurait fait sourire Feynman avec cette expression mi-amusée, mi-terrifiée qu'il avait quand la physique devenait vraiment honnête. Le vide n'est pas vide. L'espace n'est pas l'absence de quelque chose. C'est la présence d'une structure fondamentale que nous comprenons à peine. Nous avons nommé quelque chose, nous l'avons appelé espace, et en lui donnant ce nom, nous avons cru le comprendre. Mais nommer une chose n'est pas la comprendre. C'est une des grandes leçons feynmaniennes. Il y avait cette histoire qu'il racontait sur son père, qui lui apprenait à regarder un oiseau et à comprendre que connaître le nom de l'oiseau dans 12 langues différentes ne t'apprenait rien sur l'oiseau lui-même. Ce qui compte, c'est observer son comportement, comprendre sa mécanique, saisir ce qu'il fait réellement dans le monde. Et l'espace, observé de près, se comporte de manière radicalement différente de ce que son nom suggère. Il se dilate, il se contracte, il peut former des tunnels, des ponts, des horizons d'événements. Il peut être plat à grande échelle et courbé à l'infini à l'intérieur d'un trou noir. Il a une forme globale que nous ne connaissons pas encore avec certitude. Est-il infini ou fini? Est-il simplement connexe ou a-t-il une topologie complexe avec des anses et des trous? Ces questions ne sont pas de la philosophie abstraite. Ce sont des questions scientifiques ouvertes, actives, auxquelles nos meilleurs physiciens travaillent en ce moment même. Et c'est précisément pourquoi Feynman insistait avec une urgence presque viscérale sur la nécessité d'explorer, de tester, de ne jamais accepter une réponse simplement parce qu'elle est confortable. Parce que si nous nous trompons sur la nature fondamentale de l'espace, si notre modèle de l'univers est incomplet, alors nos calculs pour le voyage interstellaire sont faux. Nos théories sur la façon dont la vie peut se propager dans le cosmos sont fausses. Notre compréhension de ce que nous cherchons, quand nous cherchons de la vie ailleurs, est peut-être fondamentalement biaisée. Et rester confiné sur cette planète pendant que nous résolvons ces questions serait, selon les mots que Feynman aurait sans doute utilisés, d'une stupidité irresponsable d'une ampleur cosmique. Mais voici l'endroit où la peur doit se transformer en quelque chose de plus aigu encore, parce que nous n'avons pas seulement à craindre les rochers qui tombent du ciel. Nous avons à craindre quelque chose de bien plus silencieux, de bien plus pervers dans sa logique, quelque chose que Feynman lui-même aurait qualifié de problème le plus fascinant et le plus troublant de toute la science. Et pour t'expliquer ça, je dois ouvrir un troisième fil dans notre conversation. Souviens-toi, nous avons déjà le fil de notre perception de la réalité et le fil de notre vulnérabilité physique. Maintenant, ouvre le troisième, le silence. Le silence du cosmos est peut-être la chose la plus terrifiante que la science ait jamais découverte. Pas les explosions d'étoiles, pas les trous noirs, pas les astéroïdes. Le silence. Parce que ce silence a un nom, et ce nom est la paradoxe de Fermi. Et comprendre ce paradoxe, vraiment le laisser s'installer dans ta conscience, jusqu'à ce qu'il y fasse ce qu'il est censé faire, c'est comprendre pourquoi Feynman pensait que l'exploration spatiale n'était pas une option. C'était une nécessité biologique aussi urgente que respirer. Enrico Fermi, l'un des grands physiciens du XXe siècle et ami de Feynman, a posé une question simple lors d'un déjeuner en 1950. Il a regardé ses collègues et il a dit en substance, si l'univers est si vieux, si grand et si plein d'étoiles, si les conditions pour la vie semblent relativement communes, alors où sont-ils tous? Où sont les extraterrestres? Pourquoi le cosmos n'est-il pas rempli des signaux, de sondes, de traces d'intelligence? Pourquoi ce silence absolu, cette nuit radio-silencieuse qui s'étend à des années-lumière dans toutes les directions? Cette question semble simple, ses implications sont abyssales. Et Feynman aurait été le premier à dire qu'une question qui semble simple et dont les réponses possibles sont toutes terrifiantes mérite qu'on lui consacre toute notre attention. Pensez avec moi. Il y a dans notre galaxie seule environ 200 à 400 milliards d'étoiles. Une proportion significative de ces étoiles ont des planètes. Parmi ces planètes, un nombre non négligeable se trouve dans ce qu'on appelle la zone habitable, c'est-à-dire à la bonne distance de leur étoile pour permettre la présence d'eau liquide en surface. Nos estimations actuelles suggèrent qu'il pourrait y avoir des milliards de planètes potentiellement habitables rien que dans la Voie lactée. Et notre galaxie a environ 10 milliards d'années de plus que notre système solaire, ce qui signifie que si la vie est relativement probable quand les conditions sont réunies, et si l'intelligence est une direction que la vie peut prendre, alors il devrait exister des civilisations bien plus avancées que la nôtre depuis des millions, voire des milliards d'années.
Des civilisations qui auraient eu le temps de coloniser leur galaxie entière plusieurs fois. Des civilisations qui auraient dû, si elles existent ou ont existé, laisser des traces détectables. Et pourtant, le silence. Une nuit froide et mouette qui s'éteint dans toutes les directions. Pas un signal cohérent, pas une sonde, pas un artefact détectable, rien. Escucha, les solutions proposées à ces paradoxes sont toutes, sans exception, soit humbles, soit terrifiantes. Ou nous sommes vraiment seuls dans l'univers observable, ce qui serait à la fois merveilleux et accablant de solitude. Ou la vie intelligente est extrêmement rare, tellement rare que nous sommes les seuls représentants dans notre coin de galaxie, peut-être dans toute la galaxie. Ou bien, et c'est là que Feynman aurait incliné la tête avec ce sourire de quelqu'un qui presse une vérité inconfortable. Il y a quelque chose qui empêche les civilisations intelligentes d'atteindre un stade où elles pourraient communiquer ou voyager à travers les étoiles. Quelque chose qui les arrête, quelque chose que certains chercheurs appellent le grand filtre. Le grand filtre, deux mots qui résument peut-être la plus grande question existentielle de toute l'histoire de l'humanité. L'idée est simple dans sa formulation et cauchemardesque dans ses implications. Si des civilisations technologiques ont tendance à disparaître avant de pouvoir coloniser l'espace, il doit exister un ou plusieurs obstacles extraordinairement difficiles à franchir sur le chemin de l'intelligence vers les étoiles. Ces obstacles peuvent se trouver derrière nous ou devant nous. S'ils sont derrière nous, si la transition de la chimie organique à la cellule vivante ou de la cellule simple à la cellule complexe, ou de la cellule complexe à l'organisme multicellulaire, ou de l'organisme à l'intelligence, si l'une de ces transitions est extraordinairement improbable, alors nous sommes peut-être parmi les rares à avoir franchi ces étapes. Ce serait une bonne nouvelle, d'une certaine façon. Terrifiante de solitude, mais bonne dans le sens où nous n'avons peut-être pas de grand filtre devant nous. Mais si le grand filtre est devant nous, si chaque civilisation intelligente qui atteint notre niveau de développement technologique tend à s'autodétruire avant de pouvoir s'étendre dans l'espace, alors le silence du cosmos est les sons de cimetières de civilisations qui n'ont pas réussi. Et nous sommes peut-être en train de marcher vers ce même filtre, les yeux fixés sur nos téléphones, sans regarder ce ciel qui nous avertirait si seulement nous savions l'écouter. Feynman n'aurait pas toléré la passivité face à cette perspective. Il aurait tapé du poing sur la table, métaphoriquement parlant, et il aurait dit quelque chose comme « Nous avons les outils, nous avons l'intelligence, nous avons la physique. La seule chose qui nous manque, c'est l'urgence. Et c'est la seule chose que nous pouvons nous permettre le moins de manquer. Parce que voici ce que nous savons avec certitude sur les menaces et qui pèsent sur notre civilisation. » Et je dis certitude dans le sens feynmanien du terme, c'est-à-dire avec des probabilités calculables, des échelles de temps estimables, des mécanismes physiques bien compris. Pas des spéculations, pas des craintes irrationnelles, de la physique appliquée à notre situation. Notre Soleil est dans la moitié de sa vie. Dans environ 5 milliards d'années, il deviendra une géante rouge et engloutira les orbites de Mercure, Vénus et probablement la Terre. Ce n'est pas une menace immédiate pour notre génération, évidemment. Mais cela nous dit quelque chose d'important sur l'horizon temporel de notre espèce si nous voulons survivre à long terme. Nous devrons, à un moment ou un autre, quitter ce système solaire ou périr avec lui. 5 milliards d'années semblent beaucoup. Mais si nous regardons à nouveau l'échelle de temps comprimée, si nous comprenons à quel point notre civilisation technologique est jeune et fragile, 5 milliards d'années n'est pas une excuse pour l'inaction. C'est un délai qui exige que nous commencions maintenant à développer les capacités qui permettront à nos descendants d'exécuter ce plan. Mais les menaces sont bien plus immédiates que ça. Les impacts d'astéroïdes ne sont pas seulement une préoccupation historique. En 2013, un météorite de seulement 20 mètres de diamètre a explosé au-dessus de Tcheliabinsk en Russie, libérant une énergie équivalente à environ 30 fois la bombe d'Hiroshima, blessant des milliers de personnes et soufflant des fenêtres dans un rayon de 5 km. Et nous ne l'avions pas vu venir. 20 mètres, imagine un objet de 2 km, de 5 km, de 10 km. Les modèles physiques nous disent que des impacts de cette taille se produisent sur des échelles de tant de millions d'années. Mais millions d'années ne veut pas dire jamais. Ça veut dire que la probabilité n'est pas nulle et que les conséquences d'un impact majeur seraient civilisationnellement catastrophiques. Il y a aussi les éruptions de supernovas. Si une étoile dans un rayon d'environ 100 années-lumière de notre Soleil explosait en supernova,
Le flux de rayonnement pourrait sérieusement endommager notre atmosphère et notre biosphère. Les extinctions de masse que montrent leurs registres géologiques pourraient en partie s'expliquer par de tels événements. Et il y a les éruptions solaires massives, les immersions de champs magnétiques terrestres pendant lesquelles notre bouclier contre le vent solaire s'affaiblit, les risques géologiques comme les supervolcans et bien sûr, les risques que nous créons nous-mêmes avec nos technologies. Feynman était parfaitement conscient de ces derniers points, lui qui avait travaillé sur le projet Manhattan et en avait observé les conséquences avec un mélange d'émerveillement scientifique et d'horreur humaine qu'il n'a jamais tout à fait résolu. Voici le paradoxe central que Feynman nous lègue. Nous sommes l'espèce qui a développé la capacité de comprendre les lois fondamentales de l'univers. Et nous utilisons cette compréhension pour créer des outils capables de nous détruire, tout en négligeant de développer les outils qui pourraient nous sauver. Nous sommes, selon ses propres termes, des créatures magnifiquement capables d'une stupidité monumentale. Et la différence entre les deux n'est pas l'intelligence, c'est l'attention. C'est la direction vers laquelle nous pointons notre curiosité. Et maintenant, parlons de ce que nous pouvons faire. Parce que Feynman n'était pas nihiliste. Il était profondément, passionnément optimiste, mais d'un optimisme qui exigeait du travail et de l'honnêteté. Il croyait que l'humanité avait la capacité de résoudre ses problèmes si elle les regardait en face avec suffisamment de rigueur et d'inventivité. Alors regardons les solutions réelles, les technologies réelles, les concepts scientifiques concrets qui peuvent transformer notre espèce de prisonnier d'une seule planète en explorateur d'un cosmos ouvert. Le premier obstacle au voyage interplanétaire et interstellaire, c'est l'énergie. La distance entre la Terre et Mars, notre voisin le plus proche qui pourrait un jour nous accueillir, varie entre environ 55 millions et 400 millions de kilomètres selon les positions orbitales. Les voyages actuels avec nos technologies de propulsion chimique prennent entre 6 et 9 mois dans la meilleure configuration. C'est long, c'est coûteux un carburant et le corps humain souffre de cette exposition prolongée à la microgravité et aux radiations cosmiques. Mais la propulsion chimique n'est pas le seul outil dans notre boîte. La propulsion ionique, déjà utilisée sur plusieurs sondes spatiales comme la mission Dawn vers l'astéroïde Vesta et la planète naine Cérès, utilise des champs électriques pour accélérer des ions et produire une poussée continue et efficace sur de longues périodes. Elle ne peut pas lancer un vaisseau depuis la surface terrestre, mais dans l'espace, elle permet des accélérations progressives qui atteignent finalement des vitesses bien supérieures à celles des fusées chimiques. Et c'est exactement le genre de technologie que Feynman aurait adoré. Élégante, fondée sur des principes physiques fondamentaux et radicalement plus efficace que brûler de la poudre comme des conquérants du XVIe siècle. Mais allons plus loin. Parce que si nous voulons vraiment atteindre les étoiles, et Feynman insistait sur le fait que c'est exactement ce que nous devons envisager, il nous faut des technologies qui semblent aujourd'hui de la science-fiction, mais qui sont ancrées dans des physiques parfaitement réelles. La propulsion par fusion nucléaire, par exemple. Contrairement à la fission, qui divise des atomes lourds comme l'uranium, la fusion unit des atomes légers comme l'hydrogène ou l'hélium, libérant des quantités d'énergie colossales. C'est ce que fait notre Soleil. Et si nous pouvons maîtriser la fusion contrôlée, ce sur quoi des projets comme ITER en France travaillent en ce moment même avec des investissements de plusieurs dizaines de milliards d'euros, nous aurions accès à une source d'énergie quasi illimitée. Appliquée à la propulsion spatiale, une fusée à fusion pourrait théoriquement atteindre quelques pourcents de la vitesse de la lumière, transformant un voyage vers Proxima Centauri, notre étoile la plus proche environ. 4,2 années-lumière de quelques dizaines de milliers d'années à quelques centaines d'années. C'est encore long pour un individu, mais c'est dans le domaine de ce qu'une civilisation peut planifier. Et il y a des concepts encore plus audacieux que la physique ne défend pas, mais n'interdit pas non plus. La voile solaire, par exemple, est une technologie que nous pouvons construire dès maintenant. Des feuilles de matériaux extrêmement fines et légers, poussées par la pression de radiation de la lumière solaire ou d'un laser puissant pointé depuis la Terre. Le projet Starshot, annoncé en 2016 par Yuri Milner et Stephen Hawking, proposait exactement ça, envoyer des nanoscopies de la taille d'une puce de silicium, propulsées par un laser de haute puissance vers Alpha Centauri en environ 20 ans de voyage. Ce n'est pas de la fiction. C'est de la physique appliquée avec des défis d'ingénierie immenses mais non fondamentalement insurmontables. Mira, et puis il y a la question de la vie artificielle, de l'hibernation, de l'augmentation cognitive.
Feynman était fasciné par la biologie moléculaire et par la nanotechnologie, disciplines auxquelles il a contribué intellectuellement de façon décisive. Sa conférence de 1959 intitulée « Il y a plein de places en basse », dans laquelle il proposait de manipuler la matière atome par atome, est considérée comme le texte fondateur de la nanotechnologie. Et si nous pouvons manipuler la matière à cette échelle, nous pouvons concevoir des systèmes biologiques modifiés qui supportent mieux les radiations, qui peuvent être mis en état de torpeur profonde pour de longues voyages, ou même qui peuvent se régénérer de dommages qui tueraient un humain non modifié. Ce ne sont pas des rêves. Ce sont des directions de recherche actives, avec des publications dans les meilleures revues scientifiques mondiales. Mais voici quelque chose que Feynman aurait voulu que tu comprennes avec toute la clarté dont il était capable. La technologie seule ne suffit pas, parce que la plus grande barrière à notre expansion dans le cosmos n'est pas physique. Elle est psychologique et politique. Nous avons les connaissances pour commencer. Nous avons les ressources pour financer une exploration sérieuse. Ce que nous n'avons pas, c'est la conviction collective que c'est urgent, que c'est une priorité, que les milliards dépensés dans l'espace sont des investissements dans notre survie et non des dépenses luxueuses, comparées aux problèmes terrestres immédiats. Et c'est là que Feynman devenait philosophe, ce qu'il prétendait ne pas être mais qu'il était inévitablement. Il aurait dit que la question de l'exploration spatiale est inséparable de la question de ce que nous sommes en tant qu'espèce. Sommes-nous des créatures qui regardent vers le bas, vers le confort immédiat, vers la résolution des problèmes du moment, ou sommes-nous des créatures qui regardent vers le haut, vers l'inconnu, vers les questions auxquelles nous n'avons pas encore de réponse, mais que nous avons la capacité de poser? La réponse à cette question déterminera si nous finissons comme les dinosaures, un temps contrés dans le registre fossile d'une planète qui a failli mais n'a pas suffi, ou si nous devenons quelque chose d'extraordinaire. La première espèce que nous connaissions à avoir choisi consciemment et délibérément de ne pas s'éteindre. Et parlons maintenant de ce que nous cherchons réellement quand nous cherchons de la vie extraterrestre. Parce que Feynman aurait, des choses très précises à dire à ce sujet, et ces choses remettent en question presque tout ce que la culture populaire t'a appris sur les sujets. Loves, nous imaginons les extraterrestres comme des créatures humanoïdes, vertes ou grises, avec de grands yeux et des têtes disproportionnées. C'est notre biais cognitif qui parle, notre incapacité à imaginer l'intelligence autrement que dans un corps vaguement similaire au nôtre. Mais la physique et la biologie évolutive nous disent que la vie ailleurs pourrait être radicalement, fondamentalement différente de tout ce que nous connaissons. Elle pourrait être basée sur une chimie différente, pas nécessairement le carbone dans l'eau, peut-être le silicium dans un solvant différent, peut-être des formes d'organisation chimique que nous ne savons pas encore reconnaître comme vivantes. Elle pourrait exister à des températures que nous considérons incompatibles avec la vie, dans des pressions qui nous écraseraient instantanément, dans des environnements que nous avons longtemps considérés comme stériles. Et nous avons des preuves croissantes que la vie est remarquablement robuste et créative dans ses solutions. Les extrémophiles de notre propre planète, ces micro-organismes qui vivent dans des sources hydrothermales à des températures supérieures à 100 degrés ou dans des lacs hypersalins ou dans les glaces de l'Antarctique ou dans des mines radioactives ou à des profondeurs océaniques sous des pressions écrasantes, nous ont appris que la vie trouve des moyens là où nous pensons qu'il n'y en a pas. Et cela transforme radicalement notre carte de ce qui est possible dans l'univers. Feynman aurait adoré Europa, cette lune de Jupiter recouverte d'une carapace de glace sous laquelle se trouve un océan d'eau liquide maintenu en état liquide par les forces des marées de Jupiter, plus grand que tous les océans combinés de la Terre. Europa a de l'eau, de l'énergie thermique et peut-être des composés chimiques organiques. La mission Europa Clipper de la NASA, lancée en octobre 2024, est en route vers ce monde pour analyser sa composition et évaluer sa capacité à accueillir la vie. Si nous trouvons de la vie dans cet océan sous-glaciaire, même de la vie microbienne, cela changera tout. Pas seulement notre compréhension de la biologie, notre compréhension de notre place dans l'univers. Parce que si la vie est apparue 2 fois indépendamment dans notre seul système solaire, alors l'univers est probablement plein de vie. Et la question n'est plus si nous sommes seuls, mais quand nous rencontrerons nos voisins cosmiques. Et Encelade, cette lune de Saturne, éjecte des panaches de vapeur d'eau et de molécules organiques dans l'espace depuis ses geysers. Mars avait autrefois de l'eau liquide en surface,
Titan, une autre lune de Saturne, a des lacs et des rivières, non pas d'eau, mais de méthane liquide, avec une atmosphère riche et complexe. Notre système solaire seul est un catalogue vertigineux de mondes potentiellement habitables, et nous n'en avons exploré qu'une infime fraction. Verras, mais la vraie frontière de notre recherche des vies intelligentes, c'est l'exoplanétologie. Depuis le lancement du télescope spatial Kepler et maintenant avec le télescope James Webb, nous avons découvert des milliers de planètes en dehors de notre système solaire. Certaines sont de taille et de composition similaires à la Terre. Certaines orbitent dans la zone habitable de leur étoile. Et le télescope James Webb nous permet maintenant d'analyser la composition chimique des atmosphères de certaines de ces planètes grâce à ce qu'on appelle la spectroscopie de transit. En mesurant comment la lumière de l'étoile est filtrée quand la planète passe devant elle, nous pouvons identifier les molécules présentes dans son atmosphère. Si nous déxions de l'oxygène et du méthane simultanément dans l'atmosphère d'une exoplanète, ce serait un signal extraordinairement fort de la présence de vie, parce que ces deux gaz réagissent chimiquement ensemble et ne peuvent coexister que si quelque chose les produit en permanence, et ce quelque chose, dans notre expérience, s'appelle la biologie. Nous n'avons pas encore trouvé ce signal, mais nous cherchons de mieux en mieux avec des instruments de plus en plus précis, et la physique ne nous interdit pas de le trouver. Au contraire, elle nous dit que si la biais est relativement commune, ce signal devrait être là quelque part, attendant d'être détecté. Et puis il y a SETI, la recherche d'intelligence extraterrestre, un domaine que Feynman regardait avec une combinaison d'espoir et de scepticisme rigoureux. Il aurait applaudi l'effort, parce que c'est exactement le genre de questions que la science doit poser. Mais il aurait insisté sur la nécessité de définir précisément ce que nous cherchons et pourquoi nous nous attendons à le trouver sous cette forme. Les radiations radio que nous émettions depuis un siècle se propagent dans l'espace à la vitesse de la lumière, formant une sphère d'environ 100 années-lumière de rayons autour de notre Soleil. C'est une bouille infinitésimale dans une galaxie de 100 000 années-lumière de diamètre. Une civilisation même légèrement plus avancée que nous pourrait utiliser des formes de communication que nous ne savons pas encore détecter, des neutrinos, des ondes gravitationnelles, des lasers dans des fréquences que nous ne surveillons pas, ou des méthodes physiques que nous n'avons pas encore découvertes. Feynman aurait dit « Ne te limitez pas aux signaux radio, ne projette pas nos technologies sur des civilisations qui ont peut-être des millions d'années d'avance sur nous. Cherche intelligemment, cherche de toutes les façons possibles et surtout, continue à développer notre propre capacité à émettre et à détecter, parce que dans ce dialogue cosmique, nous sommes pour l'instant des nouveau-nés qui n'ont été capables de parler que depuis un siècle. Et ici maintenant, nous arrivons à la résolution de nos 3 fils dans l'ordre inverse, comme promis. Le troisième fil, celui du silence cosmique, nous dit que nous ne pouvons pas compter sur des sauveurs extraterrestres. Si des civilisations avancées existent, elles ne sont pas venues nous aider et nous ne savons pas si c'est parce qu'elles sont trop lointaines, trop différentes ou si quelque chose les a empêchées d'exister. Dans tous les cas, notre destin est entre nos mains. Nous ne pouvons pas attendre une réponse de l'extérieur. Nous devons agir depuis l'intérieur de notre propre situation, avec les ressources que nous avons et construisant les outils que nous n'avons pas encore. Le deuxième fil, celui de notre vulnérabilité physique, nous dit que cette action doit inclure impérativement la diversification de notre présence dans l'univers. Une espèce qui n'existe que sur une seule planète est par définition à un seul événement catastrophique de l'extinction. Qu'il s'agisse d'un impact, d'une éruption solaire dévastatrice, d'une pandémie biologique, d'un conflit nucléaire ou d'un effondrement climatique, tant que nous sommes tous ici, nous sommes tous également vulnérables. Établir des colonies humaines permanentes sur Mars, sur la Lune, dans des habitats orbitaux, c'est exactement ce que la biologie fait quand elle crée des populations isolées géographiquement. C'est la redondance, c'est la résilience, c'est la logique évolutive appliquée à l'échelle planétaire. Et le premier fil, celui de notre perception de la réalité, nous dit que pour accomplir tout cela, nous devons changer fondamentalement la façon dont nous pensons à notre place dans l'univers. Nous devons intégrer, vraiment intégrer dans notre culture, dans notre éducation, dans nos priorités politiques et économiques, la compréhension que nous sommes une espèce cosmique en devenir, pas seulement des habitants d'une planète. Que les étoiles que tu vois la nuit ne sont pas des décorations. Ce sont des destinations difficiles,
des destinations qui exigent des siècles de développement technologique, peut-être, mais des destinations réelles, physiques, accessibles en principe par les lois de l'univers que nous avons déchiffrées. Feynman avait une phrase magnifique sur ces sujets. Il disait que la physique est comme le sexe. Ça peut avoir des applications pratiques, mais ce n'est pas pour ça qu'on le fait. On le fait parce que c'est merveilleux. Et c'est exactement cette combinaison, l'émerveillement fondamental et les applications pratiques qui en découlent, qui doit guider notre rapport à l'exploration spatiale. Nous devons explorer parce que c'est merveilleux, parce que la curiosité est ce qui nous définit en tant qu'espèce, et nous devons explorer parce que notre survie en dépend. Ces deux motivations ne sont pas contradictoires. Elles se renforcent l'une l'autre de manière extraordinaire. Et voici la chose que Feynman voulait que tu emportes avec toi quand tu regardes ce ciel nocturne. Chaque atome dans ton corps, chaque carbone dans tes molécules d'ADN, chaque fer dans ton hémoglobine, chaque calcium dans tes os a été forgé dans le cœur d'une étoile qui a explosé avant que notre soleil n'existe. Tu es littéralement fait de poussière d'étoiles pour reprendre une formulation qu'il utilisait avec une précision scientifique absolue et une poésie qui n'était pas intentionnelle mais inévitable. Quand tu regardes le ciel, tu ne regardes pas quelque chose d'étranger. Tu regardes d'où tu viens. Et selon la physique la plus fondamentale que nous connaissions, tu regardes aussi où tu peux aller. Les photons qui frappent tes yeux en ces moments, cette lumière qui t'a toujours semblé si ordinaire, ont voyagé des millions d'années depuis des galaxies situées à des distances que notre cerveau ne peut pas vraiment concevoir de manière viscérale. Et pourtant, ils sont là, ces photons, présents, réels, touchant la surface de tes rétines avec la même élégante indifférence que la physique quantique impose à toute interaction. Il n'y a pas de distance dans ce moment-là entre toi et le cosmos. Tu es en contact direct avec des événements qui se sont produits avant que la Terre n'existe. Fíjate, c'est ça, la vraie révélation que Feynman voulait partager. Pas la terreur de notre vulnérabilité, même si cette terreur est réelle et justifiée. Pas le désespoir face à notre insignifiance apparente. Même si notre insignifiance à l'échelle du cosmos est un fait physique incontestable. La vraie révélation, c'est que nous sommes la partie de l'univers qui a développé la capacité de se contempler elle-même. Les atomes qui ont explosé dans des supernovas il y a des milliards d'années se sont assemblés de telle façon qu'ils peuvent maintenant regarder vers le haut, reconnaître leurs origines stellaires, comprendre les lois qui ont présidé à leur formation et délibérément choisir de retourner vers les étoiles. C'est extraordinaire, c'est presque impossible à croire, et pourtant c'est vrai. Et c'est pourquoi la passivité est une trahison. Pas une erreur, pas une maladresse, une trahison. Une trahison de ce que nous sommes, de ce que l'univers a mis des milliards d'années à construire en nous. Chaque fois que nous réduisons les budgets spatiaux pour des raisons politiques à court terme, chaque fois que nous laissons la méfiance et le nationalisme fragmentaire des efforts qui devraient être planétaires, chaque fois que nous détournons le regard de ce ciel parce que les questions qu'il posait sont trop grandes pour notre confort quotidien, nous trahissons quelque chose de fondamental dans notre nature. Feynman n'était pas un prédicateur. Il n'aimait pas les grandes déclarations morales sans fondement empirique. Mais il aurait dit ceci, et avec une conviction qu'échait de transmettre du mieux que je peux. L'univers ne nous doit rien. Il n'a pas de plan pour nous. Il ne nous protège pas. Mais il ne nous interdit pas non plus de survivre, de nous éteindre, de comprendre, de trouver d'autres êtres avec qui partager les incroyables découvertes que nous faisons depuis à peine un siècle de science sérieuse. Ces permissions sont les plus précieuses qui soient, parce qu'elles viennent des lois fondamentales et de la réalité elle-même. Alors que faire de tout cela concrètement maintenant, aujourd'hui? Feynman aurait répondu « Commence par t'informer. Vraiment t'informer, pas avec des résumés superficiels, mais avec la physique réelle, accessible, expliquée par des gens qui la comprennent et qui ont le courage de la partager sans la simplifier jusqu'à la déformer. Soutiens les institutions qui font ce travail, les agences spatiales, les observatoires, les laboratoires de recherche fondamentale. Parle-en autour de toi parce que le changement des consciences dont nous avons besoin ne viendra pas d'en haut. Il viendra des millions de conversations comme celles que nous avons maintenant. De personnes qui regardent le ciel et qui refusent de se rendormir. Et surtout, cultivent l'émerveillement. Pas comme un luxe intellectuel pour les moments créaux, comme un outil de survie. Parce que l'émerveillement est ce qui pousse les scientifiques à poser les bonnes questions.
L'émerveillement est ce qui a conduit Feynman à comprendre l'électrodynamique quantique d'une façon si profonde qu'il a gagné un prix Nobel et à expliquer la désintégration de la navette Challenger avec un simple verre d'eau glacée et un morceau de joint d'étanchéité lors d'une audition télévisée. L'émerveillement transforme la complexité en clarté. Et la clarté, dans notre situation actuelle, est une question de vie ou de mort pour notre espèce. Nous avons passé des siècles à nous battre pour des frontières sur cette planète, pour des ressources, pour des idéologies, pour des croyances. Et ces batailles ont eu un coût énorme en souffrance et en potentiel humain gaspillé. Mais il y a une frontière qui n'a pas encore été vraiment tracée, et c'est celle entre une espèce planétaire et une espèce interplanétaire. Franchir cette frontière ne résout pas tous nos problèmes. Feynman aurait été le premier à le dire. On emportera sans doute nos conflits avec nous, mais elle change fondamentalement les conditions de notre survie. Une espèce répandue sur plusieurs mondes est une espèce dont l'extinction devient exponentiellement plus difficile à accomplir. Et la recherche de vie extraterrestre, loin d'être une distraction, est peut-être la recherche la plus importante que nous puissions mener parce qu'elle répond à la question la plus fondamentale qu'est l'humanité et, jamais posée, sommes-nous seuls? Cette réponse, quelle qu'elle soit, transformera notre compréhension de nous-mêmes et de l'univers que nous habitons d'une façon que nous ne pouvons pas encore pleinement anticiper. Et c'est exactement le genre de transformation que Feynman voulait que nous ayons le courage d'affronter. Ce ciel que tu regardes, cette nuit tiède avec l'herbe mouillée sous tes pieds et les grillons dans l'obscurité, ce ciel n'est pas un plafond. Ce n'est pas une limite, c'est une invitation. Et l'univers, avec toute son immensité froide et indifférente, sa beauté brutale et ses lois implacables, attend patiemment que nous décidions si nous allons l'accepter. Il a le temps. La question est de savoir si nous l'avons, nous aussi. Feynman nous a laissé les outils pour comprendre. La physique, la chimie, la biologie, la mécanique quantique, la relativité générale, la thermodynamique, ces disciplines ne sont pas des langues mortes réservées aux spécialistes. Ce sont des cartes du territoire réel, du territoire que nous devons apprendre à naviguer si nous voulons y survivre. Et ces cartes nous disent toutes la même chose, avec des langages différents, mais avec une cohérence remarquable. L'univers est vaste, complexe, plein de possibilités et absolument indifférent à notre destin. Ce qui signifie que notre destin dépend entièrement de nous. Alors lève les yeux, sens le vertige. Laisse la peur faire son travail, c'est-à-dire te réveiller, pas te paralyser. Et puis, depuis cet endroit de conscience aiguë, de curiosité brûlante et d'humilité fondamentale que la physique impose à quiconque la regarde honnêtement, commence à agir comme ce que tu es réellement, une créature de... L'univers qui a la rare et extraordinaire capacité de choisir son chemin dans ce cosmos immense, silencieux et magnifique, ce cosmos dont tu es fait, vers lequel tu peux aller, et sans lequel tu ne serais rien.